Bonjour René, content de te Bonjour. revoir à cette occasion. Alors, bon, on va parler un peu aujourd'hui de la question de la maternité. Et comme tu sais bien mieux que moi, hein, puisque c'est quand même ton métier, il y a un principe du droit romain qui disait seule la mère est toujours certaine. Et c'est donc que le père ne l'est pas, à son grand dam sans doute, mais enfin, c'est pas le sujet. Ce qui frappe avec ce principe, c'est que, comme on le dit d'ailleurs souvent, c'est pas très original de le souligner, mais effectivement c'est un fait, c'est que les progrès de la médecine l'ont rendu faux. La mère n'est pas toujours certaine ou n'est plus toujours certaine, c'est-à-dire que la femme qui accouche n'est pas toujours la mère et que le bébé qui naît n'est pas toujours issu de ses ovocytes. La médecine semble ici brouiller nos catégories et puis il surgit immédiatement la question, quand un bébé naît avec l'aide de la procréation médicalement assistée, qui est sa mère? Voilà une bonne question, bien contemporaine, parce qu'effectivement la maternité est éclatée. Voilà, il y a un éclatement de la maternité depuis quelques 2 dizaines d'années, quoi. Depuis que les techniques ont permis de séparer effectivement une mère qui fournit les ovocytes, une mère qui va porter l'enfant dans son utérus et qui va l'accoucher, et celle qui va l'éduquer. Donc il y a 3 maternités possibles. La paternité aussi, d'ailleurs, se dédouble officiellement, médicalement parlant, puisque il peut y avoir un homme qui est biologiquement engagé pour cet enfant qui va venir, puis un autre qui va l'éduquer. Et je ne parle pas des pères spirituels qui ajoutent encore à la famille présente beaucoup de monde. Pour revenir à ta question, parce elle est sérieuse, puisqu'on assiste à un tiraillement. Je veux dire par là que, selon les cas, des gens pensent que la mère, c'est celle qui accouche, même si c'est un don d'ovocyte, donc si c'est l'ovocyte d'une autre femme, mais à partir du moment où elle porte l'enfant et elle l'accouche, c'est la mère, et on revient donc à la phrase romaine. Mais d'autres, pour d'autres situations, par exemple comme la GPA, la gestation pour autrui, où des femmes, par contrat, vont porter un enfant qui provient, pas toujours, mais qui provient génétiquement d'un couple, donc sans participation génétique d'elle-même, on va dire que la mère, c'est celle qui va s'occuper de l'enfant à l'arrivée et qui va l'éduquer. Donc on voit qu'il y a une espèce de disclosure qui n'est pas tout à fait respectée, c'est selon les intérêts. Alors de temps en temps, en consultation, on est en train de dire à une femme, vous savez, vous avez besoin d'un don d'ovocyte, mais ne vous inquiétez pas, même si c'est l'ovocyte d'une autre femme, bien sûr, la génétique n'est pas identique, puisque c'est une autre femme, ne masquons pas les mots, mais le fait que vous allez porter cet enfant pendant 9 mois, vous allez tisser des liens, je veux dire, biologiques et des liens affectifs, et comme vous allez accoucher de cet enfant, eh on va considérer que c'est vous la mère. Et vous allez vous sentir mère qui a porté et accouché d'un enfant. Donc ça, c'est le discours. Et puis, la patiente suivante qui arrive et qui, elle, va dire moi, je voudrais avoir recours à une GPA. Donc, on va avoir, enfin, certains, moi pas parce que je suis vraiment pas pour, mais certains diraient, bah oui, bah, c'est pas important, la femme va porter un embryon qui n'est pas d'elle, ni du mec, bien entendu, du monsieur, ni de la donneuse. Et puis, de toute façon, j'ai signé un contrat et je suis d'accord pour donner l'enfant, donc je ne me sens pas du tout mère. Celle qui va être mère, c'est la mère d'intention, celle qui a commandé ou qui a exigé, en tous les cas, cette gestation. Donc voilà, en n'ayant pas une définition claire et nette, je dirais, on rentre dans la confusion. Alors, il faut reconnaître, par exemple, des pays comme l'Angleterre qui ont reconnu la GPA comme une possibilité officielle, considère que celle qui accouche, c'est la mère. Enfin, il y a une unicité quand même de point de vue. Et ça rejoint un peu ce que je ressens. C'est-à-dire que celle qui accouche, c'est la mère. Maintenant, si génétiquement, c'est pas d'elle, ça n'a pas une importance fondamentale pour la maternité parce que la donneuse d'ovocytes ne va pas être impliquée dans l'évolution de l'enfant. Par contre, ça la distingue de la mère d'intention qui, elle, simplement, intellectuellement, a une volonté de faire, mais je veux dire, n'a pas de participation physiologique. Mhm. Donc,
je crois qu'il faut rester là-dessus, parce qu'on ne peut pas varier et proposer une définition d'une maternité qui arrange ici ou qui arrange là-bas. Mais actuellement, d'abord, je me demande si c'est pas un peu un nouveau chapitre de cette opposition entre, on pourrait dire, la biologie et puis la société, la construction sociale. Hein. Il y a un courant qui considère, dans le fond, que, ben, par exemple, la maternité, le mariage, tout ça sont des constructions sociales et que, dans le fond, la biologie ne joue un rôle qu'extrêmement secondaire. Par contre, quand tu dis que l'accouchement reste quand même quelque chose d'important, c'est que ça veut dire que, selon toi, il faut accorder quand même de l'importance à ces facteurs biologiques. Ah ben absolument, parce que, je veux dire, d'abord en tant que médecin de la reproduction, mais surtout en tant qu'accoucheur, parce que pendant ma carrière, j'ai quand même vu un certain nombre d'accouchements et l'émotion qui transpire et les investissements affectifs qu'il y a à ce moment-là, dans l'extrême majorité, c'est pas la totalité des cas, qui arrivent à ce stade. Donc oui, je pense que il faut pas essayer de. Il y a une tendance aujourd'hui, que ce soit sur d'autres registres comme l'histoire des transsexuels aussi, à négliger la différence physiologique. Et moi, je Mhm. pense qu'il faut rester clair là-dessus. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, le meilleur exemple que tu évoquais, c'est l'adoption. L'adoption existe. Le couple qui va adopter un enfant n'est pas impliqué physiologiquement et il a le droit d'être connu comme père ou mère, ou les deux, par rapport à l'enfant. Donc c'est clair, c'est net. On sait qui est l'origine de cet enfant, quand on le sait, son origine biologique, et puis il est, par construction sociale, il a un père et une mère qui va, j'espère, l'aimer et le conduire dans la vie. Donc, et je pense qu'il faut rester là-dessus parce que sinon on assiste à des confusions qui ne sont pas bonnes ni pour les sociétés, ni pour les couples, ni surtout pour les enfants qui ne savent plus très bien où est-ce qu'ils en sont. Alors, il est vrai qu'en plus notre société a évolué et que je veux dire par là qu'il y a quand même des mariages ou des liaisons qui se font à répétition, c'est-à-dire avec des familles agrandies, avec des enfants d'un premier mariage, d'un deuxième mariage. Il y a des couples homosexuels, hommes et femmes. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution qui fait que justement euh, la société bouge, mais on ne peut pas faire bouger la physiologie. Il y a toujours un spermatozoïde et un ovule, un embryon et, jusqu'à preuve du contraire, un utérus pour porter l'enfant. Mais celle qui accouche, et je veux dire, il faut la considérer comme mère. Ce qui ne veut pas dire que l'enfant ne puisse pas être adopté par quelqu'un. Et il aura donc un parent d'adoption. Là, je pense que c'est beaucoup plus clair. Et je disais que l'Angleterre, qui a reconnu donc la GPA, insiste pour que celle qui accouche, même si elle ne va pas élever l'enfant, est considérée comme la mère de l'enfant. Mais comme tu le dis aussi, on voit donc la médecine est quelque chose qui, d'une certaine manière, aménage la biologie. Et donc, Oui, enfin, dans oui. le cas de la maternité, ben, on a parlé justement de la femme peut pas avoir des enfants aussi tardivement que l'homme. Et on a parlé de la congélation des ovocytes. Hein. Il y a même eu un petit scandale aux États-Unis quand on a su que Apple payait la congélation des ovocytes à ses employés. Dans le fond, là, ici, quelles sont les limites de la biologie et de ce qu'on peut faire? Alors, il est vrai que la physiologie nous montre que l'ovaire féminin, et il est que féminin l'ovaire d'ailleurs, l'ovaire a une vie courte par rapport aux autres organes, puisque la femme ne produit plus d'ovules fécondables à partir de 48 ans, grosso modo. Par contre, elle va vivre jusqu'à 90 ans et plus. Donc il y a une différence et ça c'est une donnée physiologique. Alors il y a des recherches qui se font qui n'ont pas du tout abouti pour essayer de restimuler les ovaires même tardivement, ce qui poserait d'autres problèmes de société, mais passons sur ce thème-là. Et les hommes, par contre, n'ont pas de limite d'âge en dehors de leur possibilité fonctionnelle d'avoir des rapports. Donc ça, c'est une différence. Alors, je sais que certains disent, mais enfin, il faut une égalité entre les hommes et les femmes. Mais oui, mais le problème, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Et jusqu'à preuve du contraire, on ne va pas leur raccourcir artificiellement leur durée de vie. Et que, effectivement, les hommes peuvent faire des enfants plus tardivement que les femmes, pour l'instant. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'utérus est un organe qui, lui, n'a pas de limite, Mhm. puisque
En Inde, par exemple, il y a plusieurs femmes qui ont accouché au-delà de 70 ans. Parce que l'utérus, s'il n'est pas atteint par des fibromes ou d'autres affections, eh bien, il va pouvoir nider un embryon qui vient d'ailleurs, bien sûr, puisque la femme, ses ovaires ne fonctionnent pas, donc c'est un don d'ovocytes. Après, faut-il faire, est-ce qu'il n'y a pas un âge pour être mère et un âge pour être grand-mère? Ça, c'est une autre discussion. Mais alors, comme il y a toujours des gens qui courent après le Guinness des records, je crois que la femme la plus âgée en Inde, d'ailleurs c'est en Inde, elle a 74 ans. Elle a accouché d'un enfant. L'utérus est un organe. D'ailleurs, on le voit bien dans la greffe d'utérus qui a été réalisée depuis quelque temps. Le fait de prélever donc un utérus chez une femme et de le transférer, ce qui est une prouesse chirurgicale et une prouesse médicale aussi pour éviter les rejets, eh bien, lorsque c'est une donneuse vivante, c'est souvent la mère de la fille qui n'a pas d'utérus qui va donner son utérus. Or, cette mère, elle a bien sûr autour de 55 ans. Ce qui montre bien que l'utérus est un organe. Donc voilà, la physiologie, elle est là. L'utérus, lui, n'a pas de limite. L'ovaire, lui, a des limites. Et les spermatozoïdes et la fonction testiculaire n'a pas de limite. Enfin, tout le monde a des limites, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Mais en parlant de la greffe d'utérus, il y a aussi toute une série actuellement de tentatives de fabriquer un utérus artificiel. Dans le fond, on pourrait dire que c'est pas forcément si utile que ça. Si l'utérus peut être fonctionnel jusqu'à la fin de nos jours, quelles sont les motivations et où en est la recherche? Alors, dans l'histoire de l'utérus artificiel, il faut distinguer deux choses. Ce qu'on appelle l'ectogénèse, c'est un scientifique qui s'appelait Haldane, qui en 1923 a trouvé le nom d'ectogénèse, c'est-à-dire le développement de l'embryon, qui a été repris d'ailleurs par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, dans ce roman de science-fiction. Or, 100 ans plus tard, grosso modo, puisqu'il a été publié en 32, on va se poser la question véritablement. Mais il faut distinguer deux choses. Soit une ectogénèse partielle, tardive, ou précoce. Je vais m'expliquer. Ce qui pose des problèmes médicaux et sentimentaux, ce sont les avortements tardifs, involontaires, des accouchements très prématurés. Alors, on sait que la prématurité, elle est, c'est récupérable par les pédiatres, les néonatologistes, à partir de 22, 23, 24 semaines de gestation, la grossesse étant à 41 semaines. Si la femme accouche plus tôt, c'est-à-dire à 18-19 semaines, ben, il n'y a pas de moyen de le réanimer avec les moyens, parce que son poumon ne fonctionne pas du tout, ne peut pas fonctionner avec l'air. Donc, il y a des chercheurs qui essayent de mettre le fœtus, alors des animaux pour l'instant, hein, il n'y a pas eu d'expérience à ma connaissance sur l'homme, sur l'humain, mais essayent de mettre donc des animaux extrêmement nés prématurément dans des espèces de biobags, qui sont donc des sacs en plastique avec du liquide amniotique, continuer donc la vie amniotique, on va dire, et non pas aérienne, puisque les poumons ne sont pas faits, et une circulation extracorporelle pour les faire. Alors il y a eu comme ça des agneaux qui ont été faits ici ou là pendant quelques jours, quelques semaines. Voilà, ça pose des problèmes bien sûr, parce que déjà l'extrême prématurité aujourd'hui, je ne parle pas celle de 18 semaines, mais celle de 22, 23 semaines, il y a une grosse mortalité, une grosse morbidité, de beaucoup de complications. Mais disons qu'on peut comprendre qu'il y ait une tendance au moins à rechercher pour voir s'il n'y a pas un moyen d'accueillir des fœtus en dessous du seuil de viabilité et de les amener à ce seuil de viabilité. Et puis, il y a un autre utérus artificiel, si je puis dire, c'est celui qui poursuit l'évolution d'un embryon in vitro, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dans la fécondation in vitro, l'embryon se développe pendant quelques jours, habituellement jusqu'au 5e, 6e jour, et qu'à ce moment-là, on va le remettre dans l'utérus. Et donc, certains proposent de continuer cette croissance en créant de nouvelles endomètres, c'est-à-dire l'intérieur de l'utérus, et en créant même par bioimpression. Alors là, on rentre dans un domaine extrêmement passionnant en même temps et un peu effrayant, qui est la bioimpression d'organes, et donc de créer des couches d'endomètres et de voir si... D'abord, aujourd'hui, il faut quand même dire que c'est surtout
académique. Je veux dire par là que c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un embryon s'accroche ou ne s'accroche pas. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Et puis, il y en a toujours qui rêvent de choses transhumanisme près. C'est de voir l'embryon de 0 jour jusqu'à la naissance in vitro. Et je dois dire que il y a Henri Atlan qui en 2005 a publié un livre qui s'appelle L'utérus artificiel, qui est plus une réflexion qu'une réalité, mais qui est une bonne réflexion. Et avec lui-même et puis Françoise Héritier, qui est ethnologue, on avait fait une conférence quelques années plus tard à Sciences Po, et il y avait un public très féminin. Et bon, on exposait à l'époque l'habilité, et puis on s'attendait à ce que voilà, tout le monde soit sur notre ligne à tous les trois, c'est-à-dire que c'était pas possible d'une part et pas forcément souhaitable d'autre part. Et puis le modérateur qui était avec nous a lancé une espèce de à main levée de voir un peu les positions. Donc j'ai eu l'occasion de voir donc des mains se lever et des jeunes filles qui étaient intéressées par avoir des enfants mais ne pas être embarrassées entre guillemets par la grossesse. Voilà. Donc beaucoup de choses changent, évoluent et ça nous demande une connaissance physiologique mais aussi une réflexion éthique sur toutes ces applications. Est-ce que j'ai répondu à tes questions? Oui, tout à fait, René, je te remercie beaucoup, hein. C'est intéressant quand même de voir que, en fond, cette fonction basique pour la reproduction de l'espèce à la maternité finit dans l'ultra technologique d'une certaine manière, en tout cas dans le domaine ou peut-être du fantasme de l'utérus artificiel. Mais manifestement, bon, ça souligne ce qui est une évidence que la maternité, d'une certaine manière, et la procréation jouent un rôle fondamental dans la vie de l'être humain. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu. Tu as remarqué qu'on était 2 hommes pour parler de la maternité, quand même. C'est vrai, ça nous donne peut-être une distance, à savoir, ou une incompétence, ou les deux. Voilà, à bientôt. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Dites voir, dans toutes nos sociétés, devenir mère est valorisé en général, hein. Même dans d'autres sociétés, c'est encore bien plus que chez nous, hein. Et il y a donc des injonctions sociales qui poussent fortement les femmes dans cette direction, la direction de la maternité, au point où, je pense pour beaucoup, le désir maternel apparaît comme un ingrédient de la nature humaine, hein. On est fait comme ça. Et je me rappelle d'une anecdote déjà ancienne où Simone de Beauvoir s'était fait moquer parce qu'elle avait critiqué la maternité comme quelque chose de naturel, hein, mais elle pensait que c'était plutôt socialement construit ou un choix dans la bonne veine existentialiste de l'époque, hein. Bon, la pression, peut-être moins de nos jours quand même qu'à certaines époques, surtout après les guerres où il fallait repeupler la nation, hein. Mais au vu du développement de la procréation médicalement assistée, on voit que le désir d'enfant est encore fort, est encore répandu. Avoir un enfant à soi, ça joue un rôle très important. Parce qu'on pourrait dire, certaines personnes pourraient vouloir adopter. Non, ils veulent un enfant à eux. Ce que ça veut dire exactement, on le verra peut-être avec René Friedman, hein. Mais avoir un enfant, être mère, en général, est conçu comme quelque chose qui contribue à l'épanouissement de la femme. Or, ce n'est pas toujours le cas, hein, comme vous l'avez montré, et on parle dans ce cas-là de regret maternel. De regret maternel. On en parle, mais justement, on n'en parle pas, hein. C'est une sorte de tabou. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que ce regret est un tabou et qu'est-ce que ça nous apprend sur le fonctionnement de notre société? Alors, on peut parler du regret d'être mère, parce que parfois on peut confondre avec le regret maternel les femmes qui n'ont pas d'enfants et qui auraient voulu en avoir. C'est un tabou parce que je pense qu'à chaque fois, si une mère dit « je regrette d'avoir eu un enfant », on a tous peur d'être cet enfant-là. Et si moi aussi j'étais regrettée, est-ce que ma mère a-t-elle vraiment désiré m'avoir ou pas? Et je pense que ça renvoie à chacun, ce regret d'être mère, d'enfant regretté. C'est pour ça que la société ne peut pas l'entendre, les gens ne peuvent pas l'entendre, c'est très difficile à dire pour les mères qui regrettent. Déjà, une mère qui regrette, elle-même a aussi du mal à mettre des mots sur cette souffrance, parce que c'est une souffrance pour les mères qui regrettent. C'est quelque chose qui est difficilement identifiable, que tu ne peux pas répéter, que tu peux difficilement confier à une amie, à ta mère, à ton conjoint. Alors à ton enfant, n'en parlons pas, il faut vraiment attendre d'avoir une bonne communication avec lui pour
pouvoir lui dire ou pas. Et donc c'est pour ça que c'est tabou. On n'a pas envie d'entendre ces choses-là parce que, comme vous dites, la maternité est magnifiée. C'est Hollywood en fait, la maternité. C'est formidable, c'est les flonflons et les paillettes et tu vas voir, ça va être super. Et non, en fait, on oublie de dire que de temps en temps, c'est pas super pour certaines femmes. Est-ce qu'elles se sont vraiment posé les questions? Est-ce qu'on se pose vraiment les questions avant d'avoir un enfant? Qui se demande pourquoi est-ce que je désire avoir un enfant? Pourquoi est-ce que tu désires avoir un enfant? Parce que quoi? Parce que ce sont des choses qu'on fait, parce que tu as un enfant, parce que tu as un peu trop bu la veille, tout d'un coup tu t'es enceinte, parce que tu veux perpétuer un nom, parce que tu veux une famille, mais il y a 1000 raisons d'avoir un enfant. Mais on pourrait se dire, parce que on peut comprendre, comme vous le dites, si on a trop bu une nuit, oui, bon, mais là, l'enfant n'est pas désiré en tant que tel. Je veux dire, c'est un effet secondaire. Mais on pourrait se dire, est-ce que ce regret d'être mère touche aussi des femmes qui ont voulu avoir des enfants? Oui, oui, et certaines ont ce désir. Les femmes que j'ai rencontrées, j'en ai pas rencontré 1000 non plus, mais il se trouve que depuis la diffusion de ce livre, il y a plein de femmes qui viennent vers moi pour me raconter leur histoire. Et parmi les 9 personnes que j'ai pu interviewer et creuser vraiment, il y en a certaines qui avaient vraiment le désir d'enfant pour soit régler des histoires antérieures, familiales, de comment elles étaient nées ou de ce qu'elles voulaient réparer. Encore une raison d'avoir un enfant. Est-ce que tu fais un enfant pour réparer quelque chose? Mais certaines avaient vraiment le désir. Elles étaient contentes d'être enceintes, contentes d'accoucher. Tout d'un coup, quand l'enfant est là, leur identité s'écroule. Enfin, il y a une espèce d'effondrement de l'identité. Donc, la maternité, elles l'ont pas forcément magnifiée avant, mais elles en sont déçues. Je ne sais pas ce qu'elles imaginaient, mais elles sont déçues. Et ça, c'est parce que la société nous raconte que c'est beau et c'est formidable. Mais c'est récent, hein, tout ça, de dire que c'est super d'être mère, d'avoir plein de magazines qui te racontent à quel point tu es belle et épanouie. Et pour certaines, c'est pas le cas. C'est vrai, c'est nouveau. Je pense que, enfin, vous me contredirez si je me trompe, mais que l'idée d'avoir un enfant pour son épanouissement à soi, c'est quelque chose de nouveau. Parce que la valorisation d'avoir un enfant, elle est très ancienne. Hein. Alors, il y a bien sûr l'aspect classique, on veut des enfants pour pouvoir s'occuper de nous quand on sera vieux. Hein. Oui. C'est l'aspect utilitaire de l'enfant. Là aussi, maintenant, c'est un discours qui passe assez mal, hein, j'imagine. Oui. Mais on peut aussi penser aux discours religieux qui sont quand même très pro-enfant. Hein, bon, moi, je ne connais pas ce qui se passe dans toutes les religions, mais la religion catholique, que je connais relativement bien, enfin, ça faisait partie de l'accomplissement, oui. Je dirais peut-être pas épanouissement, mais l'accomplissement des couples, en général, pas uniquement des femmes, hein, d'avoir des enfants et d'en avoir de nombreux. Ça justifiait aussi l'appétit vénérien, comme on l'appelait à l'époque, hein, comme si cet appétit, enfin, le désir sexuel était quelque chose de mauvais en soi qu'il fallait justifier par autre chose. Donc ça, c'est pas tout à fait récent. Mais est-ce que ce qui est récent, c'est pas l'idée que l'enfant doit être un épanouissement pour les parents et que c'est là qu'il y a une frustration? Peut-être que si on attendait moins de l'enfant, on serait moins frustré d'avoir des enfants. Parfois, pour ceux qui le sont. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'on investit terriblement le champ de l'enfant et qu'il y a une énorme pression sur l'enfant et ce qu'on attend de lui. Mais je pense aussi que le corps de la femme, quand elle est enceinte, lui appartient plus. Ça devient un bien public. Et c'est là que la pression sociale se joue énormément. Il y a une forme de déséquilibre encore terrible entre l'homme et la femme. La femme peut faire des enfants. Et l'homme attend d'elle qu'elle fasse des enfants parce que lui, il ne peut pas faire d'enfants. Donc, il y a une pression qui est monstrueuse sur les femmes. Et si certaines, soit ont la capacité de dire à un moment, bah non, j'en veux pas des enfants, débrouillez-vous. Les autres le feront pour moi. Mais il y a d'autres femmes qui finalement se lancent dans l'aventure en se disant, au risque de regretter. Mais c'est vrai que on a moins d'enfants aujourd'hui, on maîtrise très bien. Il y a énormément de gens, après la sortie du bouquin, qui m'ont dit « Oui, mais enfin, ces femmes, elles auraient pu prendre la pilule, non? Elles auraient pu réfléchir un peu avant. Ou bien, tu peux te faire avorter. » Eh bien non, en fait, dans le regret maternel de maternité, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces femmes, finalement, elles vont au bout d'une injonction de société, d'un mari, de grands-parents, ou d'elles-mêmes, hein, finalement, elles sont assez grandes aussi. Et finalement, elles regrettent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Ce sont des femmes qui généralement sont très angoissées, n'ont pas forcément réglé toutes leurs histoires avant d'avoir des enfants et qui vont surinvestir la maternité. Donc en réalité, ce sont des mères formidables. Et moi, quand je les interviewais, je me disais, mais en fait, je suis une catastrophe, ma pauvre fille, je ne lui fais pas des gâteaux tous les 4 matins, elle n'a pas 36 000 activités sportives ou culturelles. J'avais l'impression d'être une mauvaise mère. Oui, parce qu'on pourrait se dire, mais ces femmes-là, ça va être des mauvaises mères, puisque tout d'un coup, elles regrettent d'avoir un enfant, elles pourraient prendre leur enfant en grippe. Et ce n'est pas le cas. Mais non, elles les aiment. Ça, il faut surtout oublier l'idée que ce sont des mères qui n'aimeraient pas leurs enfants. C'est pas vrai. Elles les adorent, elles pourraient tuer pour leur protéger leurs enfants. Mais elles n'aiment pas le rôle de mère, parce que la société attend quelque chose des femmes, et elles n'ont l'impression de n'être plus que des mères. Mais en réalité, tu es une mère, tu es une amie, tu es une femme, tu es une professionnelle de ce que tu fais. Mais pour elles, tout s'arrête, et ce sont que des mères, et ce rôle ne leur plaît pas. Tu peux ne pas aimer être la femme de quelqu'un ou la fille de quelqu'un, mais être mère, c'est irréversible. Et je pense que c'est ce côté-là en fait, pour elle, la maternité n'a pas de sens. Les rôles, donner le bain, faire les devoirs, angoisser pour tout, et faire toutes ces petites choses-là, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vertigineux pour elle, et elle regrette. Oui, mais elles aiment leurs enfants. C'est ça qui... Enfin, ça paraît paradoxal en un premier temps, mais on pourrait se dire aussi, actuellement, il y a énormément d'attentes sur les mères. Être une bonne mère, ça implique, comme vous dites, faire des gâteaux tous les jours, amener les enfants au tennis, etc. Est-ce que ce n'est pas cette exigence qui est tout d'un coup trop lourde? Bon, vous me direz si c'est à la naissance, peut-être pas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une attente sociale qui n'existait pas, comme vous dites auparavant, mais qui est devenue trop lourde? Pour les femmes. Pour les femmes, j'entends. Mais oui, parce qu'on leur demande des super mères, hyper professionnelles, de remplir le frigo, de s'occuper de leur conjoint, de s'occuper d'elles, d'être canon, d'être intelligente, cultivée. Il y en a certaines qui craquent. Et la maternité, c'est un endroit où tu peux difficilement craquer, mais où, semble-t-il, tu peux regretter d'être mère. Et oui, la pression est dure. Oui, vous disiez auparavant, quand une femme tombe enceinte, elle a l'impression que son corps devient un bien public. Oui. Est-ce que ça s'observe aussi parce que dans nos pays, et en France encore plus qu'en Suisse, il y a toute une série, il y avait un temps la visite préconceptionnelle, je ne sais pas si ça existe encore, mais toute la grossesse est marquée par un certain nombre de visites chez les médecins avec des échographies où on voit le bébé, etc. Est-ce que c'est à ça qu'elle pense? Est-ce que ceci leur était déjà désagréable Est-ce que, en fait, je ne sais pas si vous leur avez posé la question, de voir son enfant dans l'échographie, ça crée déjà un problème? Ça dépend des femmes que j'ai rencontrées, ça dépend vraiment de leur parcours et de leur histoire, de comment elles ont grandi, comment elles sont nées, comment elles ont été aimées ou pas, en fonction de leurs parents. Mais il y a c'est-à-dire que l'enfant naît et un lien ne se fait pas. L'enfant est pour elles comme un étranger, mais elles vont s'en occuper. Mais ce qu'elles attendent... il y a une maman, par exemple, qui m'a dit à un moment, je ne suis pas fière de mon enfant, je m'occupe de lui parce que je dois m'occuper de lui. Je l'aime parce qu'on me dit qu'il faut que je l'aime, mais le lien est là, il lui arriverait n'importe quoi, je le protégerai. Mais ce n'est pas naturel. Donc après, on va revenir sur l'instinct maternel. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Et Elisabeth Badinter en a très très bien parlé. On est persuadé que l'instinct maternel existe, mais c'est aussi quelque chose qui se construit, qui se fait progressivement. Et les mères, alors il y a des mères qui, comme je vous disais, qui ont l'enfant, elles le regrettent à l'instant même où on leur pose sur le ventre. Et puis d'autres qui ont du mal à réaliser ce qui leur arrive parce qu'elles se sentent flouées par la maternité. Alors, bon, c'est vrai, par l'instinct, on a mis beaucoup de choses sur l'instinct. Bon, il y a quand même quelques phénomènes physiologiques comme l'ocytocine, les déclenchements, peut-être qui serait intéressant d'examiner, mais c'est vrai que il y a une attente évidemment sociale énorme. Il y a même au point de vue juridique, dans le fond, le droit, quand il s'occupe de la famille, il insiste énormément sur le bien de l'enfant. L'enfant est véritablement mis au centre. Est-ce que ce centrement, dans le fond, on pourrait se demander, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que ça dénoterait peut-être une conception un petit peu
un petit peu déséquilibré de nos rôles familiaux. Disons, je vous pose une question plus générale. Hein, dans le fond, c'est-à-dire que l'enfant prend trop de place. Est-ce que l'enfant, est-ce que c'est pas aussi parce que l'enfant prend trop de place actuellement que ça pourrait créer par réaction ce genre de problème, ce genre de difficulté, disons, plus que de problème? Mais tout le monde ne regrette pas d'avoir des enfants. Non, c'est vrai. Et fort heureusement, mais je pense qu'une mère qui... Il y a des pères qui regrettent aussi. Maintenant, on me dit, pourquoi tu n'écris pas un bouquin sur les pères qui regrettent? Et je pense qu'un père qui se fait la malle, c'est moins choquant qu'une mère qui s'en va et qui plante les enfants à la maison. Mais c'est vrai que l'enfant prend peut-être beaucoup de place, qu'on attend beaucoup de choses. Et j'ai perdu le fil de votre question. Non, c'était l'enfant, je me suis demandé si ce regret d'être mère n'était pas une sorte d'effet secondaire de notre conception actuelle de la famille qui met l'enfant au centre et qui, d'une certaine manière, ça attend à ce qu'on soit dévoué corps et âme à son propre enfant. J'exagère un peu. Oui, oui, je vois, mais en fait, les points communs que j'ai pu déceler auprès des femmes, enfin, des femmes que j'ai rencontrées pour ce livre, c'est quand même des femmes qui ont une forme de... Enfin, sont terriblement angoissées. Et tout le monde n'est pas angoissé face à la maternité. Tout à fait. Ça dépend comment tu prends l'enfant, comment tu vis ta maternité, ton enfant, tu peux le prendre sous le bras et l'amener partout. C'est pas un boulet, quoi. C'est pas un fil à la patte. Et pour ces femmes, elles ont tellement besoin de faire bien que ça les empêche. Donc, tout le monde ne regrettera pas d'avoir un enfant, et heureusement. C'est quand même... Elles en parlent aujourd'hui. Ça a été très difficile. Et c'est important pour vous qu'elles en parlent? Oui, parce qu'il faut les écouter, parce qu'elles souffrent terriblement. Et puis, c'est pas grave de regretter son enfant. Il faut, en revanche, les accompagner, qu'elles puissent en parler, et que c'est un sentiment comme un autre. Le seul problème, c'est qu'il est irréversible. Et que je pense que c'est pas mal d'aller travailler la question peut-être chez un psy pour comprendre pourquoi et vivre le mieux possible cette maternité qui pour elle, est rude. Oui, tout à fait. Bon, je pense que ça pose aussi une question plus générale. On parle beaucoup d'aimer ses enfants, d'amour des enfants, mais c'est quoi l'amour des enfants? Qu'est-ce qui caractérise l'amour des enfants par rapport à l'amour d'un ami, par rapport à l'amour d'un conjoint? Il y a probablement des attitudes affectives bien différentes là derrière. Et vous avez parlé d'un psy qui serait peut-être une bonne chose de creuser. Enfin, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.